la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour le dernier numéro d'Évasion en région de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons installé notre plateau dans le château de Menton-Saint-Bernard qui se situe sur le territoire de l'Office de tourisme du lac d'Annecy qui nous accueille justement aujourd'hui. Bonjour Yann Clavillier, vous êtes le directeur de l'Office de tourisme du lac d'Annecy. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. On va faire le point avec vous sur la saison d'été, mais je vais quand même parler des invités qui vont se succéder sur ce joli fauteuil. Benoît Mouraine d'Annecy Sup sera avec moi. Nous aurons également Dorian Antoine qui s'occupe particulièrement de ce magnifique château. Et enfin, Lionel Scaturo viendra nous parler des plantes que l'on peut découvrir du côté de Gruffy. Yann, comment s'est passée donc cette saison dans un contexte un peu particulier? On le sait, quel est le premier bilan qu'on peut faire? Alors effectivement, on a eu une saison complètement inédite, mais exceptionnelle. Inédite dans sa forme, puisqu'elle n'était pas du tout prévisible. Au 1er juillet, on était incapable de prédire comment allait se passer la saison. Et exceptionnelle parce qu'elle s'est très bien déroulée. On peut dire déjà à date qu'on a un été où on a connu une très belle fréquentation, ce qui n'était pas effectivement prévu initialement. Tout type d'hébergement a tiré son épingle du jeu sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est intéressant, puisqu'à un moment donné, et très rapidement, on va dire à partir du mi-juillet, le week-end du 14 juillet jusqu'à maintenant, jusqu'à fin août, l'ensemble du territoire était bien occupé, les campings notamment, même si bien sûr juillet a été un peu compliqué, et puis surtout une nouvelle clientèle. C'est ça qui est intéressant, c'est une nouvelle clientèle très franco-française. Il faut savoir quasiment à l'accueil, on a reçu 87% de Français contre 50% en temps normal. Ce qui veut dire qu'on a pu faire découvrir notre magnifique territoire à une nouvelle clientèle, déjà des habitants aussi, et des résidents d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, globalement, très positif sur cette saison 2020. Vous le dites, comme dans beaucoup d'endroits, finalement, la clientèle internationale n'a pas forcément manqué. Elle a été remplacée par des Français qui redécouvrent leur territoire. On peut dire effectivement que la clientèle étrangère a été compensée par cette clientèle française. Elle a fait défaut, la clientèle étrangère, notamment les Belges, les Anglais, les Néerlandais, les Allemands et puis les clientèles plus lointaines qui ne sont pas venues cette année pour ces problèmes de pandémie et qui ont été remplacées par les Français qui ont plébiscité notre région, puisqu'on peut dire qu'on a su répondre, enfin c'est une destination, le lac d'Annecy, qui a su répondre aux attentes liées à la fin d'un confinement où on avait besoin d'évasion, besoin de ressourcement, besoin de retrouver un territoire avec un environnement préservé et de se retrouver un petit en plénitude également, puisqu'on a des sommets. On monte à 2300 mètres d'altitude, 2005 quand on est aussi sur le territoire des Aravis, avec nos amis des stations, lac Clusaz-Grand-Bornand. On a un lac le plus pur d'Europe, on a une ville à taille humaine, on a une nature. Et tout ça, effectivement, ça répondait à la demande de tous ceux qui sont restés confinés pendant quelques mois en ville, sur des grandes villes comme Paris notamment. On a accueilli énormément de Parisiens, c'est la première fois qu'on voit autant de Parisiens, donc on s'en satisfait et c'est vrai que c'était nouveau pour nous tous. Vous avez parlé de votre territoire, vous êtes l'Office du tourisme du lac d'Annecy, donc c'est un territoire assez vaste. Vous avez aussi créé la marque In-Annecy Mountains. Là, on se tourne plutôt vers les stations. Comment va se passer un petit peu la suite là, pour tout le monde, l'été indien et puis l'hiver est encore un petit peu loin, mais on y pense déjà un petit peu. Et c'est là justement que Annecy Mountains prend tout son sens en tant que destination touristique, nouvelle destination touristique, avec un territoire, avec une ville, Annecy, son lac, tout autour du lac, tout ce qui peut se passer, les Bauges, le Semnoz, et puis bien sûr les Aravis. Alors c'est vrai que l'été indien, on l'attend, on espère avoir une belle arrière-saison, on attend une clientèle plutôt senior, plutôt jeunes couples également, ceux qui ont la possibilité de partir en congé hors vacances scolaires. Et c'est vrai qu'on est en mesure d'accueillir cette clientèle-là qui peut venir hors saison et profiter de notre territoire. Et c'est vrai que même pour l'hiver, si les perspectives sont difficiles à envisager, on est un petit peu à l'aveugle là, on ne sait pas du tout comment ça va se passer en fonction des mesures gouvernementales, en fonction de l'évolution de la pandémie, en fonction aussi de
des comportements des uns et des autres, à savoir est-ce qu'on va oser partir en vacances même en septembre, octobre, novembre. Là, nous, en tout cas, tous nos partenaires sont prêts à accueillir, à ouvrir un peu plus longuement son camping, son village vacances, son hôtel, à ouvrir plus ses activités, à faire du parapente, à faire du paddle. Donc tout ça sera ouvert. Et pour ce qui concerne la montagne et le ski, c'est vrai qu'il y a cette alternative qui est intéressante avec Annecy Mountain, c'est qu'on est à la Clusaz, le Grand Bornand, Manigot. On sait qu'on peut aussi passer une journée ou deux sur Annecy, profiter du shopping, profiter de la gastronomie, profiter d'un lac, profiter des randonnées, profiter d'une balade en bateau également sur le lac, visiter le patrimoine bien sûr, comme ce magnifique château de Menton-Saint-Bernard. Donc effectivement, on est capable de, encore une fois, tirer notre épingle du jeu pendant cette arrière-saison. On n'a pas parlé de l'événementiel, c'est un petit peu le point noir de cet été. Beaucoup de choses ont dû être annulées. Est-ce que vous en avez pâti ? Est-ce que vous arrivez quand même à maintenir quelques rendez-vous ? C'est vrai que ça a été le point noir de l'été. Ce manque d'événements a été assez important. C'est crucial pour une destination en termes de communication déjà, puisque ça génère des retombées médiatiques très fortes. Ça permet de communiquer sur la destination. Mais on a réussi à avoir quelques événements, comme la Grande Balade, notamment sur le Semnoz, qui a connu un très grand succès et qui répondait justement aussi à toutes les conditions sanitaires, la distanciation. C'était une promenade de 3-4 km avec une montée en télécabine. C'était magnifique et ça a profité. On a Annecy Paysage également qui est dans toute la ville d'Annecy, au cœur de la ville, et qui permet de déambuler d'une manière aussi plutôt culturelle, plutôt artistique autour de la vieille ville et de comprendre encore un petit peu mieux comment elle est composée. Et puis si on ne peut pas forcément sortir comme on voudrait, en tout cas pendant ces grands rendez-vous, on peut pratiquer tout un tas d'activités, notamment l'apnée. Et j'ai eu la chance, on a la chance d'avoir un champion sur le territoire, Stéphane Toureau. Il m'a initié à l'apnée, justement, à cette discipline, et c'était assez étonnant. Merci Yann d'avoir été avec nous. On va regarder justement mes prouesses tout de suite. Salut Stéphane, avec toi aujourd'hui je vais tester l'apnée. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment va se passer cette initiation ? Alors une initiation en apnée, elle commence toujours par de la respiration d'abord, travailler aussi sur le relâchement, arriver à ressentir le relâchement physique du corps, apprendre à respirer, puis en plus c'est une base quand même de la vie tout simplement, et de faire après le transfert donc dans l'eau, où là on va également faire un peu d'apnée statique dans le lac histoire de se relâcher avant d'aller dans les profondeurs du lac en vertical. Est-ce que tu fais ça souvent ? Alors moi je le fais beaucoup moins maintenant, avant j'enseignais plus, mais maintenant je m'occupe un peu plus de ma préparation sportive. Maintenant sur le bassin annécien ça se développe très fortement, on a un club qui est d'apnée, qui est souvent saturé, mais qui maintenant peut permettre de transférer les initiations et les découvertes avec Reda Apnée & Swim. On rappelle que tu es vice-champion du monde, j'imagine que l'entraînement ça prend du temps ? Oui, là en ce moment c'est assez intensif, parce que même si le Covid on va dire a supprimé pas mal de compétitions cette année, je maintiens ma ligne de travail d'entraînement, et j'ai jamais autant progressé que cette année, donc c'est vraiment cool. Maintenant on va tester ça peut-être en novembre pour voir où ça en est quoi. Donc en tout cas tout se passe bien. Ouais. Pour ma première session d'apnée, place donc à la relaxation au bord de l'eau. L'objectif est de comprendre, de maîtriser et d'exercer sa respiration, de se concentrer, mais surtout de lâcher prise et de se détendre. Après une bonne demi-heure d'exercice hors de l'eau, je tiens 1 minute 30 en apnée. En fait, tu as la marge. Okay. Tu sors parce que c'est la tête qui sort. Mais tu as de la marge. Okay. Tu peux y aller. Okay. Tu as feu vert, tu peux aller vraiment très très loin dans ton apnée. Il est temps pour moi de me jeter à l'eau. Stéphane m'attache une ceinture de poids pour me permettre de descendre plus facilement. Nous allons passer avec Stéphane près d'1 heure dans l'eau. J'appréhende beaucoup la descente. Décompression des oreilles, respiration, impression de ne pas pouvoir reprendre mon souffle. Couplé à l'environnement aquatique, les éléments se cumulent et je n'irai pas plus loin que 4 mètres sous l'eau ce jour-là. Mais c'est déjà une fierté pour moi. On a tous des limitations aussi dans la tête, nos peurs aussi, les compensations. Et après, des fois, c'est en déclic sur une deuxième séance. Donc, je te propose une deuxième séance cette fois-ci pour aller un peu plus loin et te découvrir dans l'eau, dans le lac. Avec grand plaisir. Comment ça se passe pour toi là, la suite, Stéphane ? Les compétitions vont pouvoir reprendre ou pas ?
Là, normalement, la plupart des compétitions, enfin celles que je voulais faire, se sont annulées. Il y a une compétition qu'on attend au mois de novembre. On ne sait pas encore si elle se déroulera ou pas. Dans tous les cas, je partirai peut-être 1 mois et demi pour m'entraîner, pour me préparer là-bas, sur l'île de la Dominique, en dessous de la Guadeloupe. Et ce sera l'occasion d'évaluer mes performances, parce que je me suis bien préparé pendant le confinement et aussi sur le lac d'Annecy. Maintenant, on va évaluer ça prochainement, quoi. Donc voilà. On espère que tout va rouler pour toi. Merci beaucoup, merci encore pour cette initiation. Je pense que je reviendrai. À bientôt, salut. À plus. Et Benoît Mourin m'a rejoint sur ce plateau, le dirigeant de la structure N6 Sup. Vous êtes notre spécialiste paddle du lac d'Annecy. Alors comment s'est passée la saison sur ce lac ? Elle s'est vraiment très très bien passée, hein. Mis à part le tout début, on va dire au mois de juin où c'est pas très beau, mais bon, les conditions météo on n'y peut rien et c'est toujours comme ça. Dès la fin juin, dès que le soleil est revenu, on a eu beaucoup de monde et vraiment de manière, on va dire, constante, hein, tous les jours, les week-ends, la semaine. Après, il a fait aussi très beau, donc ça aide. Mais beaucoup de monde, hein. Uniquement des Français au départ, et on a quand même eu quelques étrangers, hein, que ce soit des Hollandais, Anglais, Allemands, et puis après ponctuellement même des destinations un peu plus exotiques, hein. Je me souviens d'avoir vu un Japonais, d'avoir vu des Néo-Zélandais. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés jusqu'à nous, mais ils sont venus. Après voilà, c'était des petites quantités, mais donc beaucoup de monde, voilà, un très très grosse affluence. Et puis en général, en étant sur le lac tout le temps, j'ai vu aussi que ça fonctionnait bien pour tout le monde. Toutes les activités nautiques ont très bien fonctionné cet été. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez dans votre structure particulièrement ? On vient faire du paddle, est-ce qu'il y a des cours, des activités ? Comment ça se passe ? Alors oui, la base effectivement de l'activité, c'est de la location, hein, c'est pour les gens qui veulent essayer. Après, on propose différentes choses, suivant les moments, hein, suivant aussi les personnes qu'on a disponibles pour l'encadrement et l'accompagnement. Mais on a des activités de paddle yoga, donc on a des profs de yoga qui sont là depuis 2012, on fait ça, qui sont des spécialistes. On a des activités aussi de randonnée qu'on organise sur le lac, le soir ou le matin. Et on a aussi des cours d'initiation, de découverte de perfectionnement qui sont organisés. Voilà, donc tout au long de l'été. Tout ça a pu se faire. Et puis, est-ce que ça continue ? Vous allez prolonger un petit peu sur l'été indien ? Alors vraiment, le principe du N6 Sup, c'est que c'est ouvert toute l'année. Hein. Sur réservation, on peut venir toute l'année. Et pour parler de la pratique du centre de paddle, c'est vrai que, on va dire, dès le début de l'automne, souvent le temps est plus calme, hein, il ne fait pas forcément très beau tout le temps, mais en tout cas il n'y a pas le vent thermique qu'on a en été, donc souvent il y a moins de vent, il y a moins de bateaux à moteur aussi sur le lac, donc moins de vagues, et c'est les plus belles balades à faire, c'est souvent, on va dire, entre la fin septembre et le début du mois de novembre, quand il commence à faire un peu froid, c'est très agréable, l'eau n'est pas encore très froide, on propose des combinaisons, hein, gratuitement pour les gens qui en veulent. Et donc aussi bien pour les gens qui ont l'habitude d'en faire que pour les gens qui découvrent, c'est une saison qui est pour moi quasiment parfaite. Ouais. La lumière est souvent très belle en plus. Donc c'est le meilleur moment pour aller le découvrir si on n'en a pas encore fait. Vous êtes aussi organisateur d'événements, de nombreux événements liés au paddle ici sur le lac, mais aussi dans la région. On connaît la Glagla Race évidemment. Est-ce que vous avez de la visibilité sur les prochains mois ? Est-ce que tout ça va pouvoir se faire ? Alors oui, on a déjà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on évidemment, pendant le confinement, on a arrêté, mais on a redémarré dès le mois de juillet avec une course à Genève en Suisse. Puis on a eu une course sur le canal de Savières et le lac du Bourget début août. Donc on a mis en place un protocole, hein, qui a été validé à la fois par les autorités suisses et les autorités de la préfecture de la Savoie. Et on prépare ça pour les prochains événements. On a une course dans le Val d'Aoste, donc région proche, mi-septembre. On a les championnats de France de stand-up paddle qu'on organise entre Talloires et Annecy le week-end du 10 et 11 octobre. Au mois de novembre, on sera sur le lac d'Aiguebelette pour une course qui était prévue en avril et qui a reporté. Et on aura bien sûr la Glagla Race au mois de janvier, donc on a beaucoup de travail de préparation. On a déjà validé des protocoles sanitaires, les choses qui fonctionnent bien, qui ont été validées. On avait même les gendarmes qui étaient présents la dernière fois, donc on se dit que a priori on fait les choses bien. Il n'y a pas eu de problème par la suite, de gens qui ont pu être contaminés. Donc voilà, on est tout à fait confiance par rapport à ça. Après, évidemment, la situation peut évoluer, mais c'est un sport, le stand-up paddle, c'est pour ça que ça a très bien fonctionné cet été. C'est pour ça que dès le début du déconfinement, on a essayé de faire en sorte que ça se débloque rapidement pour que les gens puissent faire du stand-up paddle. C'est le sport de la distanciation, hein, c'est des planches qui sont grandes. Donc on est naturellement distants les uns des autres. Donc après, il y a effectivement toutes les phases en amont où les gens peuvent être rassemblés pour le retrait des dossards, pour différentes choses, où on va leur demander de porter le masque, on va évidemment avoir du gel, etc. Mais ça se gère, ça se gère bien. On n'a pas forcément énormément de spectateurs et
Et puis on met en place, on a des personnes qui sont là pour informer. Donc voilà, on est capable de gérer ça. Et on espère que tout sera maintenu. Une dernière question, peut-être, qu'est-ce qui fait la particularité de ce lac d'Annecy? Est-ce qu'il a une petite chose différente des autres, notamment pour la pratique du stand-up paddle? Je pense qu'on a un cadre qui est particulier, hein, qui est beau. Effectivement, il y a des zones, notamment sur la rive gauche du lac, où l'eau est très claire. On a des très belles montagnes avec la Tournette et toutes les montagnes qui sont autour. Et puis, on est au château de Menton. C'est vrai que les châteaux qui sont présents autour du lac, que ce soit le château de Douin qui est quasiment dans l'eau, ou le château de Menton qu'on voit d'une grande partie du lac, ça fait que c'est beau à voir. Le sport est agréable, mais dans le stand-up paddle, c'est un sport d'outdoor vraiment. Et on a à la fois l'environnement autour, on a aussi, comme on est debout, on voit ce qui se passe sous l'eau. Et c'est vrai que pour ça, le lac d'Annecy est vraiment un endroit apprécié. Merci beaucoup, Benoît Mourin, d'être venu nous voir. Et puis rendez-vous Merci. donc chez Annecy Sup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. On va parler. Je vous invite à remettre votre masque pour quitter le plateau, le temps que Dorian Antoine me rejoigne pour parler de ce lieu, ce château de Menton-Saint-Bernard. Il est responsable de la conservation et de la valorisation sur ce site. Bonjour, merci d'être avec moi. Prenez le Bonjour temps de vous Victoria. installer. Bonjour, merci. On va parler de ce lieu. Déjà, peut-être cette pièce, où est-ce qu'on est? Eh bien, on est vraiment dans une des parties les plus intimes du château, puisqu'il s'agit du petit salon. Ouvert il y a 3 ans au public, jusqu'à présent, c'était vraiment la pièce de vie dans laquelle recevait la famille. Quelle est l'histoire du château? En résumé, mais quelle est son histoire? Eh bien, en résumé, on peut dire que c'est un livre d'or, celui de la famille de Menton, puisque 23 générations se sont succédées dans ce château, qui en fait donc avant tout un berceau familial qui est ouvert au public depuis une centaine d'années. Et ce sont toujours les frères de Menton qui sont propriétaires des lieux. Absolument, la famille de Menton reste propriétaire de l'intégralité du domaine. Comment s'est passé l'été quand même? Parce que c'est un lieu de visite. Est-ce que vous avez réussi à concilier ce contexte un peu particulier et la découverte du lieu? Eh bien, on peut dire que jusqu'à fin juin, la nébuleuse était qu'on allait vraiment vers l'inconnu. Et dès début juillet, là, il y a eu vraiment un engouement pour un tourisme de proximité. Je pense qu'on rejoint tout à fait ce qu'a pu dire Yann Clavillier jusqu'à présent, avec eh bien, à la fois des locaux, des Français, très peu d'étrangers, contrairement aux autres années, mais en tout cas, des visiteurs qui étaient au rendez-vous. Il y avait aussi des grands rendez-vous justement dans le château. On pense aux estivales. Est-ce que tout ça a pu se faire? Alors, une partie n'a pas pu se tenir. Par contre, que ce soit l'ensemble des visites nocturnes, que ce soit actuellement le festival de théâtre qui est là pour une semaine en extérieur, ont pu être maintenus avec évidemment la problématique des règles sanitaires qui ont dû être appliquées. Vous parlez du festival qui a lieu encore aujourd'hui, le festival Toujours, c'est Absolument, ça? le Toujours Festival, Toujours Festival. en écho à la devise de la famille, toujours Menton, partout Menton. Et donc ce festival est en plein air, il est joué sur la grande esplanade du château, avec en première soirée un spectacle qui permet à des artistes locaux notamment de pouvoir se produire dans les jardins avec une restauration en même temps. On peut encore en profiter ce vendredi soir. Si le temps le permet, avec grand plaisir. Qu'est-ce qui fait la particularité, peut-être la petite touche du château de Menton par rapport aux autres? On est quand même bien lotis dans la région. Quelle est sa particularité? En venant visiter le château de Menton, eh bien, ça n'est absolument pas un musée, mais c'est vraiment une maison. Une grande maison, certes, mais une maison familiale qui est ouverte au public, puisque certaines des pièces ont été encore occupées il n'y a pas si longtemps, et on voit vraiment l'empreinte et ces générations qui ont été soucieuses eh bien, d'entretenir ou d'enrichir les collections de ce château. Vous travaillez, je crois, en collaboration avec les autres châteaux du secteur. L'objectif, c'est vraiment de faire vivre et de préserver ce patrimoine? Absolument, ce patrimoine qui engendre un tourisme culturel, eh bien, avant tout, nous sommes là pour fédérer entre les différents acteurs. Et pour cela, eh bien, nous avons un partenariat avec 2 autres châteaux, le château de Montretier et le château de Ripaille, qui sont différents. Montretier est plus dans l'esprit d'une demeure d'un collectionneur, Ripaille est plus dans l'esprit d'un ancien château ducal avec son vignoble. Et donc, nous avons un partenariat de façon à mutualiser certaines démarches et en même temps promouvoir à travers des circuits, à travers une offre commerciale.
Ripaille, on précise pour ceux qui ne sauraient pas, du côté de Thonon-les-Bains, et Montretier à Lovany. C'est ça, je ne me trompe pas. Il y a une légende dont on a entendu parler, c'est que ce château de Menton-Saint-Bernard aurait inspiré Walt Disney. Est-ce que vous confirmez ou pas? Alors, ce que l'on sait, c'est que Walt Disney venait en villégiature à Annecy. Alors, avec son frère Roy, eh bien, vraisemblablement, ils ont navigué sur le lac. Il est vrai que voyant toutes ces tourelles, tous ces clochetons, le château a un côté assez féerique qui pourrait rappeler certains contes tels que La Belle au bois dormant, par exemple. Après, lorsqu'ils venaient, c'était essentiellement pour faire le tour des Alpes, c'était le principe du grand tour. Et donc, ils sont passés par la Bavière, par l'Alsace, voyant le Königsbourg par exemple. Et on sait que Walt Disney s'inspirait de plusieurs châteaux, mais vraisemblablement, des éléments de celui-ci l'ont inspiré en tout cas. Jusqu'à quand est-il ouvert pour le côté un petit peu plus pratique, si certains veulent venir encore visiter? Alors, le château, cette année, va avoir une extension au niveau des ouvertures, puisqu'il sera ouvert jusqu'au 15 novembre, ce qui nous permet comme ça de pouvoir accueillir des visiteurs tout au long des vacances de la Toussaint. Comment fait-on si on veut venir visiter? Est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe? Alors, le plus simple, c'est déjà de nous suivre sur les réseaux sociaux, à travers l'Instagram ou le Facebook, mais également sur le site internet qui est mis à jour. Si vous souhaitez visiter en groupe, des visites privées peuvent être mises en place tout au long de la période, ou ensuite nous sommes ouverts en basse saison, donc vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h, avec des visites guidées, ce qui permet comme ça de pouvoir répondre pleinement aux attentes, aux questions, avec le respect des gestes barrières et des consignes de sécurité. Vous accueillez également les scolaires? Absolument. Que ce soit des scolaires, les seniors, on a vraiment une facilité, une adaptation pour répondre au maximum, en tout cas, aux demandes de groupe. Eh bien, merci beaucoup, Dorian-Antoine, Merci, d'être Victoria. venu nous voir. Au plaisir. Merci. Je vous invite simplement à remettre votre masque pour quitter le plateau et nous allons accueillir notre dernier invité, Lionel Scaturo. Il est paysagiste et il nous fait découvrir les plantes du côté de Gruffy, donc l'autre rive du lac. Bonjour Lionel, vous êtes venu avec des petites choses qu'on va découvrir ensemble. Alors, dites-moi un petit peu, vous êtes paysagiste de formation, prenez bien le micro et vous nous invitez donc à aller découvrir les plantes, tout simplement. C'est ça. Au départ, donc, effectivement, je suis paysagiste depuis un petit moment et je m'intéresse aux plantes sauvages depuis au moins aussi longtemps que les espaces verts. Et dernièrement, je me suis formé dans les plantes sauvages comestibles. Comestibles parce que je trouve que c'est bien dommage de passer à côté de toutes ces plantes qui nous entourent. Là, on en a un petit peu. Il y a des orties sur la table, des carottes, des fleurs de carottes avec des fruits de carottes. Là, ici, j'ai amené une plante qui ne se mange que séchée, en fait, ou en tout cas qui est meilleure séchée. Elle peut se manger aussi fraîche. Là, on la voit là. Hein, on a le juste bouquet à de fleurs. côté de moi. D'accord. Et une fois séchée, ça donne ça. C'est un petit goût de vanille. Donc, bon, il y a plein de plantes qui sont fabuleuses, qui ont de nouveaux goûts. Et j'ai voulu découvrir tout ça. Donc, je me suis formé. Et maintenant, j'ai créé l'école des saveurs des bois à Gruffy, justement, au pied du Semnoz, pour continuer, moi, à transmettre ce savoir que j'ai appris, ce savoir qui s'est perdu, malheureusement. Et mon formateur, François Couplan, parle de patrimoine. Et c'est vrai que finalement, ces plantes sauvages, cette connaissance des plantes sauvages, est, à mon avis, un beau patrimoine qu'il faut continuer à transmettre. Et oui, ça se perd un petit peu, malheureusement. Ça se perd beaucoup. Mais vous êtes là pour nous expliquer tout ça. Vous êtes donc installé à Gruffy. Oui. Comment ça se passe si on veut venir vous découvrir à travers l'école des saveurs des bois. Des bois. École des saveurs des bois. Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, on a fait un site internet, donc déjà, il y a pas mal d'informations sur le site internet, donc l'école des saveurs des bois.com. Et il suffit de nous contacter. Ensuite, on organise des stages, plusieurs stages. Donc, un stage de découverte qui va durer une petite matinée, entre 2 et 3 heures. Normalement, c'est 2 heures, mais je parle beaucoup. Alors, du coup, souvent, ça dure un peu plus longtemps. Là, il y a une petite dégustation. Alors, en général, c'est sucré. Ce sera plus des biscuits, des petits gâteaux. À base de plantes? À base de plantes sauvages, oui, bien sûr. À base de plantes sauvages qu'on prépare avec ma femme. Avec des goûts toujours pareils, toujours très étranges. Souvent, on a du mal à les qualifier, mais on essaie de chercher quand même, de mettre des mots dessus. Ça doit peut-être nous rassurer, je ne sais pas. Mais on va parler de vanille. Celle-ci, là, c'est une plante, justement, qui a un goût de vanille. C'est pas la vanille, mais on va parler de vanille du pauvre. D'accord. Si je sens, par exemple, ça vous sent pouvez y aller. Vous allez voir, ça vous fera aussi peut-être. Ah oui. Ouais.
Ça sent la tisane, en Ça fait. sent, ouais. Un peu à la vanille. Oui, une tisane légèrement vanillée. Mm. Cette odeur-là vient d'une substance qui s'appelle la coumarine, qui ressort après séchage de la plante. Si vous sentez le bouquet de fleurs, il ne sent Mhm. pas du tout cette Ça sent odeur-là. pas pareil. Non, Alors, je vais ça essayer. Je sais n'apparaît pas si on va me voir, mais- qu'après séchage. D'accord. Hop là. Ah oui, effectivement, ça n'a Ouais. pas du tout la même odeur. Et c'est souvent l'odeur du foin. Donc, D'accord. c'est pareil, quand on coupe les foins, souvent, maintenant que vous avez senti cette odeur, vous ferez Ouais. attention la prochaine fois. Et donc tous ces goûts qui sont super originaux, nouveaux, enfin je trouve ça extraordinaire. Et c'est génial de le faire partager. Après donc cette matinée découverte, on propose aussi des journées. Où là, alors pareil, le matin on commence par une découverte, une explication des plantes, leurs valeurs nutritives aussi. Pareil, j'aime bien parler des valeurs nutritives, parce que les plantes sauvages sont très très riches, souvent bien plus riches que tous les légumes qu'on peut cultiver. C'est intéressant. Par exemple, le bouquet d'orties là, que j'ai amené, les orties contiennent 6 fois plus de vitamine C qu'une orange. Donc D'accord. pour le même poids, pour 100 grammes en fait, 100 grammes d'orties, on trouve 6 fois plus de vitamine C qu'une orange. Et toutes les plantes sauvages sont toujours plus riches que ce qu'on peut cultiver. Donc ça, c'est très bien également. Pour la santé, c'est très bien en tout cas. Mhm. Et donc dans la deuxième journée, ce qu'on propose, c'est le matin découverte, après cueillette. L'après-midi, on rentre à la maison, on cuisine. Et le soir, tout le monde partage le repas qu'on a cuisiné. Donc entrée, plat, dessert, à base de plantes sauvages. Après, je propose aussi un week-end où là, c'est bivouac. Donc je demande aux gens de ne pas prévoir le repas du soir. Comme ça, on le préparera sur place. Sur une place à feu, sécurisée, dans des terrains privés. On essaie justement de respecter la législation, histoire d'être dans les normes. Mhm. Et voilà, ça fait une expérience assez enrichissante. Eh bien, on n'a plus qu'à venir vous voir. Donc, l'école Ah ben des oui, saveurs des bois. Avec Merci, Gruffy. merci beaucoup. Donc, Gruffy qui est de l'autre côté du lac. Oui, de l'autre côté du lac. Par rapport à nous. C'est ça. Merci Lionel Scaturo de nous avoir parlé avec passion de ces plantes. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro d'Évasion. On va se retrouver dès lundi du côté du Salève et ce sera Sébastien Germain qui sera aux commandes de ce nouvel épisode d'Évasion en région. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous. On vous embrasse, à bientôt sur 8 Mont Blanc. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.